Dans cette vidéo, on va parler du choix des tentatives en compétition de force athlétique. Je vais te donner ma vision du coup de comment appréhender le choix des tentatives en compétition et de pourquoi je pense qu'il y a une manière de faire qui est meilleure que les autres. Donc déjà, l'objectif de la force athlétique, c'est de faire le plus gros total possible sur les 3 mouvements. On a 3 essais par mouvement et donc l'objectif c'est de faire un maximum de kilos avec ces 3 mouvements réunis. Donc on n'est pas obligé de faire un 9 sur 9 et d'avoir toutes nos tentatives validées. Par contre, je pense que c'est beaucoup mieux et on en garde un meilleur souvenir d'une compétition où on a réussi beaucoup plus de barres par rapport à une compétition où on en a loupé pas mal. Exemple, si je réussis toutes mes barres 9 sur 9, j'aurai potentiellement un meilleur souvenir que si je fais 6 sur 9, j'aurai pris plus de plaisir sur la plateforme, je me serai plus amusé sur la compétition. Ça se traduira pas toujours par un meilleur total, par contre, ça se traduit généralement par une meilleure expérience. Et encore que, sur ce point-là du total, je suis pas vraiment sûr parce que, selon moi, les personnes qui ont tendance à louper pas mal de tentatives ont tendance à laisser des kilos sur la plateforme, chose qui n'est pas toujours vraie pour les personnes qui font 9 sur 9, qui ont généralement tendance à gratter le maximum de kilos possible et du coup, au final, sans avoir tenté de dinguerie, ils ont potentiellement un meilleur total que la personne qui a loupé des barres. Donc ma vision, c'est évidemment réussir à aller chercher le plus gros total, mais aussi réussir un maximum de tentatives, parce que je pense que c'est comme ça qu'on prend le plus de plaisir. Alors déjà, du coup, par rapport au choix des tentatives, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire en 3e barre et y aller à reculons. Au lieu de se dire, je vais ouvrir à telle barre et puis je verrai ce qui se passe après. Je pense pas que ce soit la bonne manière de faire celle-ci, je pense que la meilleure manière de faire, c'est je décide de ma 3e barre à l'avance et j'essaye d'aller à reculons et de voir ce que je peux faire en première barre du coup. Donc déjà c'est très important si tu te fais coacher, d'en discuter avec ton coach de qu'est-ce qui peut potentiellement être faisable en dernière tentative et si tu es tout seul, de te dire honnêtement qu'est-ce que je pense que je suis capable de faire et pas qu'est-ce que je veux faire. C'est très important de faire la distinction entre ces deux choses-là, parce que, évidemment que tout le monde veut faire des giga PR le jour de la compète, mais ce n'est pas toujours la réalité, et selon les contextes, tu vas pas du tout pouvoir te rapprocher de tes barres idéales, et potentiellement des fois tu vas faire des barres bien en dessous de ce que tu as pu faire à l'entraînement. Et ça peut être pour diverses raisons. Imagine tu perds du poids, tu es en déficit calorique les dernières semaines de ton bloc, et tu as perdu 3 kilos sur ce bloc-là pour être dans ta KT le jour de la compétition. Il faut pas espérer avoir les mêmes perfs, le même potentiel que 2 mois auparavant où tu t'entraînais à 5 kilos au-dessus de ta catégorie où tu as fait des méga PR. Ça, c'est très très important à prendre en compte. Et même, il peut y avoir totalement autre chose. Le standard, peut-être que t'es pas au standard suffisamment à l'entraînement, peut-être que tu as une depth un peu limite au squat, peut-être que ta pause est limite au bench. Et du coup, c'est important de se laisser une marge de manœuvre et d'être très honnête avec soi-même ou avec ton coach si tu communiques avec par rapport à tes capacités pour te dire, ok, qu'est-ce que honnêtement tu penses que tu peux faire et pas qu'est-ce que tu veux faire. Ça c'est très important. Une fois que tu as décidé ce que tu pouvais faire sur ta 3e tentative, c'est pas obligé d'être un chiffre exact, ça peut être une fourchette. Imaginons que je me dis je peux terminer potentiellement entre 200 et 205 au squat au vu de mes entraînements récents, au vu de mon niveau potentiel pour la compétition. Ok, bah du coup j'ai 200-205 en tête et je vais pouvoir y aller à reculons pour le choix de mes tentatives. Donc ça tu le fais pour tous tes lifts, déjà tu te donnes un nombre que tu penses pouvoir atteindre ou alors une fourchette assez restreinte, ça sert à rien de se dire ok je pense que je peux taper en 3e barre entre 145 et 155. Non. Évidemment. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens parce que, en fait, la fourchette, elle est tellement grosse que t'as limite une tentative entre les deux, tu vois. Tu fais 145 en 2e et peut-être 155 en 3e, tu vois. Il faut que la fourchette soit assez restreinte pour qu'elle puisse être réaliste et pour qu'elle puisse te donner une réelle information pour ce que tu vas mettre plus tôt, sur ta première et sur ta 2e barre, du coup. Donc là, je vais te donner mes recommandations. C'est une fourchette de pourcentage. Pourquoi en pourcentage? Parce que je peux pas te donner une fourchette de kilos. Imagine que t'as un soulevé de terre à 300. Je peux pas te dire entre 2,5 kg et 7 kg. Ça n'a pas vraiment de sens, alors que si tu as un bench à 50 kg, bah du coup je peux pas non plus te dire entre 2,5 kg et 7 kg. Donc je vais faire en termes de pourcentage. Je pense qu'entre ta première et ta 2e tentative, tu peux faire un jump de 3 à 7% de ton max. Petite précision, quand je parle des pourcentages de ton max, je fais pas la différence entre le max que tu as déjà pu faire et le max que tu envisages pour la compétition. Si tu as eu un niveau passé qui était beaucoup plus élevé que celui que tu as actuellement, il faut évidemment que tu prennes en compte ton niveau actuel. Donc imaginons tu as un bench à 100 kg. Entre ta première et ta 2e tentative, tu peux faire un jump de 2,5 kg à 7,5 kg.
kg. Si tu penses que 2,5 kg c'est trop peu et que ça va juste te fatiguer, bah tu peux faire un jump de 5. Et si tu penses qu'un jump de 7,5 ça va être trop élevé et que tu n'arriveras pas à être efficace techniquement, bah du coup tu fais 5. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de faire 2,5, d'autres 5, d'autres 7,5. Généralement, si tu vas au-delà de ce pourcentage, au-delà de 7% de ton max de la première à la deuxième tentative, c'est parce que généralement tu as une grosse barre. Genre, Ashton Rouska au national US, il a fait 325 au soulevé de terre, deuxième barre, 372,5. Ça fait plus 47,5, c'est énorme. Ça fait genre un truc comme 12% et quelques. Mais c'est pas la norme. Ce genre de personnes, ce ne sont pas la norme, évidemment. Ils vont tellement se fatiguer avec le fait de faire des petits jumps qu'ils sont obligés de faire de gros jumps pour pouvoir s'économiser et aller chercher le maximum de kilos. Faut vraiment pas essayer de se comparer à ce genre de personnes-là. Il faut pas se dire, ah mais si, regarde, il y a des personnes qui font 10% de jump à la première, à la deuxième et ils s'en sortent très bien. Évidemment, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de te donner des fourchettes qui vont être relativement pertinentes. Donc 3 à 7% de la première à la deuxième tentative, je pense que c'est très bien, et de 2 à 5% de la deuxième à la troisième. Pourquoi je te donne ces pourcentages précisément? Parce que j'ai regardé quelles tentatives se faisaient en règle générale, et c'est ça qui en ressort. Maintenant, chacune des personnes a des manières différentes d'appréhender ces tentatives. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai tendance à faire des plus petits jumps. Je vais pas faire un jump de 7% de ma première à ma deuxième tentative. Je vais faire peut-être un truc comme 5%. Et de ma deuxième à ma troisième, je vais peut-être faire un truc comme 3,5%. Si tout se passe bien, si je me sens à l'aise, etc. C'est la manière dont je préfère faire mes lifts. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Ce n'est pas vrai pour tous les lifts. Généralement, je préfère faire des jumps plus petits au bench parce que j'ai un bench qui est plus technique. Et je préfère faire des jumps un peu plus gros au terre. Donc pas plus de 7% évidemment, mais toujours dans cette fourchette, mais plus dans le haut de la fourchette. Pourquoi? Parce que je préfère m'économiser pour les tentatives qui suivront. Donc ça veut pas dire que parce que tu fais 4% sur un squat, tu dois absolument faire 4% sur un bench et sur un terre. Ça peut être dépendant du lift que tu fais et dépendant des individus. Il y a des individus qui vont être très bons avec une fourchette plus haute et d'autres avec la fourchette plus basse. Mais généralement, ça c'est du coup quelque chose pour t'aider. 3 à 7% de la première à la deuxième, 2 à 5% de la deuxième à la troisième. Donc là, tu vas choisir le bas de la fourchette ou le haut de la fourchette par rapport à comment tu te sens sous tes barres et qu'est-ce que tu préfères faire. Maintenant, je vais te parler des personnes qui vont avoir tendance à être en haut de la fourchette, des potentiels inconvénients, des potentiels avantages, et tout en bas de la fourchette aussi, voire en dessous, et des avantages et des inconvénients pareil. Je vais te donner ceux qui, selon moi, sont pertinents. Par rapport au gros jump, c'est quoi les avantages premiers? On s'économise, c'est-à-dire que, imagine, je veux terminer à 270 au soulevé de terre, je fais 220 en première barre, 250 en deuxième barre, 270 en troisième barre. Ok, plus 30, plus 20. C'est des gros jumps, je me suis économisé. Je suis sûr à 1000% que la barre à 220 ne m'a absolument pas fatigué, et donc ça m'a permis de faire mes tentatives correctement sans être crevé. Autre point positif de cette manière de faire, c'est qu'on va avoir tendance à réussir pas mal de tentatives, puisque ta première, si tu la loupes vraiment, c'est que t'as oublié de faire quelque chose en fait. C'est littéralement comme si tu faisais opener RPE 4, deuxième barre RPE 6,5 et troisième barre RPE 9, tu vois. Genre tu vas avoir tendance à réussir tes deux premières 100% du temps, et la troisième c'est un peu plus incertain. Donc il y a deux avantages à cette manière de faire, et par contre il y a des inconvénients. Les inconvénients c'est, on peut avoir du mal à jauger nos capacités du moment. C'est-à-dire que si je fais 220 et 250 au soulevé de terre, est-ce que la 250 m'aura suffisamment donné d'informations pour savoir si je peux faire 262, 267, 272. Selon les personnes, tu peux ne pas réussir à te connaître correctement, et du coup sur le moment ça peut être un peu difficile d'évaluer ce que tu as exactement. Et donc ça peut être un peu dur de choisir ta tentative par rapport à ça, parce que tu t'es laissé trop d'incertitudes. Au vu de ta deuxième tentative, ça t'a pas donné suffisamment d'informations. Oui, t'es frais pour ta troisième tentative, mais tu sais pas exactement quoi mettre. Et donc ça amène au deuxième inconvénient qui est, si tu loupes ta barre, tu perds beaucoup de kilos sur ton total. Imagine, je fais 220, 250, je suis en mode, ok, 270, ça passe tous les jours. Je mets 270, je loupe, ça me fait 20 kilos potentiels en moins sur mon total. Ça fait mal. Et donc, du coup, tu finis ta compétition en étant peut-être en dessous de tes attentes et t'es peut-être pas aussi content que si t'avais eu une approche un petit peu plus modérée avec la fourchette de pourcentage que je t'ai donnée au début. En parlant de ça, je vais te parler aussi des avantages et des inconvénients de cette manière un peu plus modérée de faire. Selon moi, les avantages, c'est que tu gardes de l'énergie pour tes tentatives qui suivent, ça ne te fume pas non plus, tu es peut-être un petit peu moins en forme que si tu avais fait des gros jumps, et encore, des fois, certaines personnes, ça les prépare à la tentative d'après, donc c'est important d'avoir une barre suffisamment challengeante pour te sentir prêt pour la barre qui va suivre, mais pas trop challengeante pour pas être fatigué.
pour la barre qui va suivre, ça c'est très important, et c'est comme ça qu'on choisit les tentatives généralement. Deuxième point, tu peux un peu mieux jauger tes capacités, là où par exemple en faisant 220, 250, 270 au terre, la 250 va pas trop me donner d'infos sur la 270 ou 265, ça va pas être très clair. Si j'avais fait peut-être un truc comme 232,5, 255, bah en fait j'aurais peut-être été un petit peu plus à même de savoir qu'est-ce que j'ai exactement sur la dernière tentative. Bon du coup je me rends compte en éditant la vidéo, j'ai fait des vérifications. De la première à la deuxième tentative, le jump que je t'ai donné de 22,5, ça fait plus 8%, plus 8 et quelques. Et le jump de la deuxième à la troisième, plus 15, ça fait plus de 5%. Donc c'est pas dans les fourchettes que je t'ai données. Si tu veux quelque chose d'un petit peu plus précis, c'est 237,5 en première tentative, 255, tu as un jump de 17,5, c'est en dessous des 7%. Et 255 à 267,5, tu as un jump de 12,5, c'est en dessous des 5%. Si tu es un peu plus haut en termes de deuxième tentative, tu auras une meilleure appréhension de ce que tu peux potentiellement faire sur ta troisième. Tu perds un peu moins de kilos si tu loupes ta troisième que si tu avais fait l'approche des gros jumps. Comme l'approche des gros jumps, tu as tendance à réussir un peu plus de tentatives, puisque la première et la deuxième, tu arrives à bien te jauger, à bien savoir ce que tu peux faire. Et un point très important que j'ai pas énuméré d'ailleurs pour les gros jumps, c'est que tu peux ajuster en fonction de comment tu te sens le jour J. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour l'approche des jumps modérés et gros jumps, donc les deux que je viens de te donner. Imaginons que, comme dans cet exemple, je fasse 232,5 au terre, je me dis, oula, je me sens pas aussi bien que ce que je pensais, bon, bah du coup, je peux mettre 250, ah merde, je me sens vraiment pas aussi bien que ce que je pensais, bon, bah du coup, je mets 260. Et donc, ça peut me permettre de jauger à la baisse mes estimations, et de me rendre compte de mon réel potentiel le jour J pour éviter de faire des erreurs. Même principe pour les gros jumps, ça je l'ai pas dit, mais si je fais 220 et que je me dis oula ça c'est peut-être un peu dur, je le sens que je suis pas non plus on fire, bah tu mets 240 ou 245 et après tu le sens aussi et tu peux mettre 260, même principe. Donc ça c'est vraiment un avantage très important aux deux premières manières de faire, c'est-à-dire que tu peux t'ajuster au jour J. Et c'est très important de savoir s'adapter le jour J parce que tout ne se passe pas comme prévu. Si tout se passait comme prévu, tout le monde ferait leur meilleur totaux en compétition et c'est pas toujours le cas. Donc il faut être capable de s'adapter sur le moment. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, ou alors beaucoup moins facilement, si tu utilises la dernière méthode qui est de faire de petits jumps. J'ai trouvé qu'un seul avantage à faire de petits jumps et du coup à ouvrir haut. Et selon moi, l'avantage, c'est que tu sais exactement ce que tu dois mettre pour ta prochaine tentative. Imagine que je fais 255 en opener au soulevé de terre. Ok, je sais que je vais mettre 260 ou 262. Et puis après, si je passe cette barre, je sais que je vais mettre 267 ou 270. Mais c'est super proche, en fait. C'est vraiment super proche. Mais au final, du coup, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, et je vais y venir. Imagine que ton opener, au lieu d'être un RPE 7 ou 8, bah c'est finalement un RPE 10,5. Et il passe pas. Ou alors imagine que ce jour-là tu te sens pas super bien sous ta barre au squat et que tu descends un peu moins et que du coup t'es pas à la dep et que du coup tu dois reprendre ta barre et que du coup t'es toujours pas à la dep. Ça peut entraîner la bulle tout simplement. Et du coup je pense que s'il y a un seul truc qu'on veut absolument éviter en compétition, c'est de buller, parce que si tu bulles, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, mais bah tu n'as pas de total en fait. Donc tu as loupé l'objectif de la compétition qui était de faire le plus gros total possible, tu n'as même pas de total. Et en plus de ça, tu passes pas un bon moment en fait. Je n'ai jamais bullé, mais les personnes qui ont bullé, je pense qu'elles peuvent te dire bon, c'était pas ma meilleure compète, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et par mieux, je veux dire valider un opener, ce qui est normalement la base, tu vois. Je dis pas que ça va jamais m'arriver, hein. Peut-être ça peut m'arriver de buller, mais par contre si ça m'arrive, c'est que j'aurais fait une erreur. Là il y aura aucun débat là-dessus. Donc tu peux buller, et ensuite tu peux te fatiguer pour tes tentatives d'après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif d'une tentative, que ce soit la première ou la deuxième, c'est de te préparer à la tentative qui suit, sans trop te fatiguer pour la tentative qui suit. Et que chacune de ces tentatives te permette d'aller chercher le plus gros total possible. C'est vraiment à ça qu'elles servent. Les deux premières servent à ça. Servent à aller chercher le plus gros total possible, à aller chercher la plus grosse troisième barre possible. Tu peux faire ça si tu veux sur ta première et ta deuxième. Ta première c'est un RPE 8 et ta deuxième c'est un RPE 9,5. C'est bien, mais en fait l'objectif du sport c'est d'avoir 3 tentatives. Donc pourquoi en faire 2 en fait? Pourquoi la dernière barre que tu as fait en barre de chauffe dans la salle d'échauffement, pourquoi tu l'as pas faite en opener, tu vois? Parce qu'il peut y avoir du stress, tu peux louper des ordres, tu peux ne pas être à la dep. Du coup, ça laisse trop de place à l'incertitude et c'est beaucoup mieux d'avoir une barre facile en opener qui te permet d'être frais
et à l'aise pour ta deuxième barre qui te permet d'être frais et à l'aise pour ta troisième barre. Et le dernier inconvénient selon moi, c'est que tu réussis généralement moins de tentatives. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. Le sport, c'est pas t'as des points bonus parce que tu fais 9 sur 9, mais personnellement, je pense qu'on en retire tous une meilleure expérience quand on a tendance à réussir plus de barres. C'est plus satisfaisant. À regarder, c'est beaucoup plus intéressant. Quand tu vois quelqu'un faire un RPE 10 sur une deuxième barre, tu sais très bien qu'elle va rien mettre de plus sur une troisième, ou alors si elle met quelque chose en plus, c'est que il s'est passé quelque chose sur la deuxième barre, peut-être il y a eu une erreur technique, peut-être sur la troisième elle était hypée à la mort, c'est possible, ça se fait, hein, ça arrive des fois, mais dans la majorité du temps, le fait de voir une première barre facile, le fait de voir une deuxième barre avec de la marge, t'es en mode oh ok, il va se passer un truc de sympa sur la troisième, et ça fait monter un peu le truc, c'est sympa en fait, c'est sympa à regarder, c'est intéressant à voir aussi quand il y a des potentiels concurrents dans la compétition, tu peux te faire un peu des prédictions en fonction de ce qui va se passer sur la troisième barre, et du coup ça rend le sport intéressant. Si tout le monde ouvrait RPE 9, RPE 10, bon, la première tentative serait intéressante, mais après on n'aurait rien à dire sur le sport en fait. Donc bon, ça rend un peu le sport pas vraiment intéressant, je trouve. Et généralement, c'est ça qui est le plus appréciable dans la FA, c'est le fait que ça se joue sur le dernier deadlift. Si quelque chose se joue sur le dernier deadlift, t'as passé toute la compétition à regarder des personnes qui étaient concurrents, et là ça se joue sur le dernier lift, il y a du stress, il y a de l'excitation, c'est le moment qui est intéressant à regarder en fait. Mais pour arriver à ce moment-là, il faut avoir fait les choses correctement auparavant, et du coup avoir minimisé les erreurs. Petit bonus, imagine tu loupes ta barre, ça dépend du contexte, mais dans l'immense majorité des cas, il faut remettre cette barre-là. Pourquoi? Imagine que tu loupes ta barre sur la dep, sur ton opener au squat, il faut pas se dire je mets plus et je vais descendre plus. Dans l'immense majorité des cas, faut pas se dire ça. Il y a des exceptions. Certaines personnes, et ça c'est plutôt à haut niveau, sont plutôt en mode, en fait, il faut que je mette plus sur ma deuxième barre parce que sinon, je vais être trop loin de mes concurrents et je vais pas pouvoir les rattraper. Là, ça se comprend. Il y en a qui visent des choses très très importantes, qui visent des titres, etc. Et du coup, à ce moment-là, il faut être capable de prendre ce genre de risque. Mais, imagine, tu mets plus et tu descends toujours pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes à ce poids-là de la deuxième barre ou t'augmentes encore? En fait, là, tu demandes juste à buller, encore une fois. Donc, c'est typiquement ce qu'on essaye d'éviter. Essayer d'aller chercher le plus gros total, c'est très bien d'être ambitieux. Mais si, en allant chercher ce plus gros total, tu fais 0 de total, t'es littéralement passé à côté de ta compétition, en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on évite absolument. Il y a eu certains scénarios où je coachais certaines personnes où ils loupaient leur opener sur le squat, majoritairement dû au stress, et j'augmentais la deuxième barre. Pourquoi ? Parce que la personne en question passe son squat d'une manière extrêmement facile, mais rush les ordres. Donc je me dis, en fait, elle est capable de faire ce squat-là. Et quand je dis extrêmement facile, c'était genre RPE 5, 6, tu vois. C'est pas RPE 8, et je me dis, ouais, non, il y a un petit peu plus. Non, c'est vraiment extrêmement facile. J'augmente pour la deuxième barre, et je me dis, il faut juste que cette personne-là exécute à ce moment-là, qu'elle se concentre, mais elle a la force, tu vois, elle a la force. Elle a la force, elle a la technique, elle a la depth, c'est juste, elle n'a pas écouté. Donc ça, c'est typiquement un genre de scénario où j'aurais tendance à augmenter pour la barre qui suit. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose à prendre en compte pour tous. Je le répète, mais l'immense majorité du temps, ce qu'il faut faire, c'est remettre la même barre pour être assuré d'être dans la compétition, être assuré d'avoir un total. Parce que si tu bulles, encore une fois, tu n'as pas de total. Autre point aussi, je suis pas vraiment fan du fait de faire un deadlift YOLO en mode ouais, c'est le dernier lift de la journée, c'est ma troisième barre au soulevé de terre, viens, je mets 295 alors que mon max c'est 270. Ma réelle question c'est pourquoi? Genre pourquoi faire ça, littéralement? Ça ne passera pas sur un malentendu? 25 kilos au-dessus de ton max, ça ne passera pas sur un malentendu. Si ça passe, par contre, c'est insane. On est d'accord, c'est complètement insane. C'est abusé. Bravo à toi. Très très bien. Mais ma question, c'est du coup, pourquoi tu n'as pas envisagé cette force que tu pouvais avoir et pourquoi tu n'as pas orienter tes tentatives par rapport à ça. Donc je vois pas l'intérêt de ça personnellement. Peut-être que ma manière d'appréhender la compétition n'est pas fun, mais personnellement j'ai du mal à avoir le fun sur le fait de mettre une barre 30 kg au-dessus de mes capacités, de me faire mal au dos en fin de compétition et de me dire ah c'était drôle, j'ai tiré sur 2,90 alors que je pouvais faire que 2,60. Je m'amuse pas en faisant ça personnellement. Donc voilà, encore une fois, je le redis, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Je pense que la manière de faire avec des jumps modérés, c'est la plus pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients par rapport aux deux autres. Encore une fois, dans cette fourchette de 3 à 7% de la première à la deuxième tentative et de 2 à 5% de la deuxième à la troisième tentative, essaye de trouver ce qui te correspond. Cette fourchette ne sera pas toujours vraie. Il y aura des jours sur lesquels tu te sentiras on fire et tu vas devoir aller au-delà de cette fourchette-là parce que t'avais pas anticipé que t'allais te sentir si bien que ça. Et il y a des jours sur lesquels t'as pas anticipé que t'allais être claqué au sol et du coup, il va falloir que t'ailles en dessous de ce pourcentage-là. Imagine, je sais pas,
pas, t'as un max à 205 au squat, t'as fait 185, 200, et du coup t'es en mode ah, bon, je vais mettre que 202 et demi. Parce que je me sens pas de mettre plus. Peut-être que tu aurais pu prendre un jump plus petit de la première à la deuxième, mais bon, ça on peut pas toujours faire parfaitement les choses. Et du coup, là, dans ce cas-là précis, bah, le pourcentage d'augmentation, il est de 1%. Mais même, tu vois, si t'avais fait 197,5 en deuxième et 202,5, bah, au final, ça fait 2%, tu vois. Donc voilà. Je pense que cette fourchette est quand même assez large en termes de pourcentage, mais elle couvre beaucoup de possibilités. C'est selon moi les meilleures manières de faire nos compétitions. Faut voir en fonction de ce que tu préfères. Par contre, il y a des choses à juste ne pas faire, en fait. Tu ne vas pas ouvrir avec une barre que tu dois mettre en troisième barre. Et tu vas pas ouvrir avec une barre à 60% de ton max, tu vois. Il y a quand même des extrêmes à éviter. Et je trouve vraiment pas ça stylé de faire un RPE 10 en opener. Je vois pas en quoi c'est stylé. Je me dis juste, bon, bah, cette personne-là n'a pas compris le principe du sport qui est d'essayer de monter gentiment notre total, en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Encore une fois, c'est vraiment mon avis sur ce que j'ai pu observer sur pas mal de compétitions, sur ce qui a l'air de fonctionner sur pas mal de personnes. Et c'est pour ça que les fourchettes sont assez larges parce que ben, on rentre pas tous dans la même case. On n'est pas tous en mode il faut que je fasse 4% de ma première à ma deuxième et de ma deuxième à ma troisième. Je doute grandement du fait que les personnes aient besoin de faire 1% d'augmentation de leur première à leur deuxième ou deuxième à la troisième. Je pense que c'est juste une mauvaise manière de faire, comme je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont bénéficier du fait de faire 12, 13% d'une première à une deuxième, comme de rares exceptions, par exemple les personnes qui sont extrêmement fortes, qui ont besoin absolument de ne pas se fatiguer sur la première pour la deuxième. Enfin, en fait, c'est des choses qui ne sont pas applicables pour des gabarits énormes, avec des charges énormes. Et donc, ces personnes font plutôt les exceptions plutôt que la règle. Et c'est pour ça que là, c'est des règles générales que je donne pour aider un maximum de personnes. Je ne peux pas me permettre de faire des exceptions. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.